Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'humoriste Caroline Vigneault, pile à temps pour la semaine internationale des droits des femmes. Si ça, c'est pas un superbe timing, vraiment. Et en parlant des droits des femmes, Caroline revient avec son spectacle Croque la pomme, actuellement tourné et à l'Olympia du 13 au 16 avril, ce qui est plutôt très classe, on se le disait hors micro, qui fait rire autant qu'il fait réfléchir. En attendant, avec un parcours hyper intéressant et atypique comme le tien, je suis sûre qu'on aura plein de choses à se raconter. Hello Caroline. Bonjour. Alors toi, tu vas me raconter un violent bide qui t'a mis à terre plusieurs semaines et qui t'a donné une force de tout conquérir, toute épreuve. Raconte-moi, ça commence comment? Mais il faut savoir, avant j'étais avocate, donc je prends une décision un peu farfelue d'un jour de tout planter pour réaliser un rêve qui est de devenir humoriste. Mm-hmm. Et évidemment, c'est pas très courant, on va dire, et c'est pas très. Si on veut faire quelque chose de sans prendre de risques, c'est pas vraiment la voie qu'il faut choisir. Donc personne me suit et j'y vais. Et la première fois que je suis confrontée à un professionnel de cette nouvelle profession, parce qu'il faut pas oublier que quand tu es avocate, tu passes des études, t'as un diplôme qui te dit tu es avocate. Donc personne ne peut te dire t'es pas avocate. Ouais. Si j'ai mon diplôme, je peux le mettre sur les murs, je suis avocate, c'est officiel. En revanche, quand tu dis je suis humoriste ou comédienne, à partir de quel moment tu y a pas de diplôme? Alors, moi, si tu sors des cours Florent, peut-être. Et encore, je suis pas sûre que tu peux te considérer. Mais bon, t'as quand même. J'ai pas de diplôme, j'ai rien, et donc c'est un univers. J'ai même du mal à dire quand on me demande quelle est ma profession. Je sais pas trop quoi répondre. Et je me retrouve pour la première fois face à un professionnel dans une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire, qui est présentée par Laurent Ruquier. Alors raconte-moi comment, mais je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour aller sur cette émission quand on part de nulle part comme toi? Après, c'est des rencontres. Moi, quand j'ai commencé, j'ai vite compris qu'il fallait, pour louer un théâtre et pour jouer, il fallait monter une boîte. Donc, j'ai monté une boîte de prod. C'était une loi 1901, c'est vraiment une association. Et grâce à cette association, je louais des théâtres. Alors, des gros théâtres. J'ai commencé au Lieu, c'est une 40 places. Donc, c'est-à-dire que la salle de théâtre plus les loges était plus petit que mon bureau d'avocat. Mais c'est bien parce que dans une 40 places, à partir de 5-6 personnes, déjà, ça commence à être bien plein. Ouais. Et alors, à 40, là, enfin, ce qui n'arrivait jamais, mais en plus c'est des petits théâtres pour commencer, il y a pas de billets, il y a pas de billetterie, c'est au chapeau. Les gens ne payent qu'à la fin que s'ils ont aimé, donc c'est plus facile à remplir. Et puis c'est terrible parce que tu peux vraiment tous les regarder dans les yeux. Ah, ils sont sur tes genoux. C'est ça. C'est rit pas, tu le sais. Hein. Quoi. À la fin, tu connais tous deux comme ils connaissent toutes toi, à 6 personnes, 30 personnes. Ah non, mais j'ai une anecdote sur ce lieu parce que c'est assez rigolo. Les premières fois où je vais jouer, il n'y a pas d'entrée d'artiste, c'est une toute petite salle, donc c'est la même entrée. Donc, et les spectacles s'enchaînent. Donc moi, je suis devant la porte et j'attends. C'est une des premières fois où je joue et j'attends que les gens du spectacle d'avant sortent. Et donc mon public arrive et je suis devant la porte à attendre et d'un seul coup j'entends Maître Vigneault, c'est donc vrai. Et je me retourne et c'est un procureur, enfin un avocat général, mais c'est quand même un procureur aux assises contre qui j'avais plaidé quelques mois avant. Je peux pas. Qui vient et qui me dit je voulais vérifier que c'était vrai, donc c'est donc vrai, et ben je vais vous regarder ce soir. Oh non. Et c'est un de mes tout débuts, donc à l'époque j'ai une robe de princesse, ça s'appelle L'était une fée, le spectacle. J'ai une perruque blonde, non pas pourquoi, parce que c'est rude. Parce que une baguette magique qui clignote. Non mais faut aller jusqu'au bout. Une baguette qui clignote et je rentre sur scène en faisant là comme ça. Et je vois cet avocat général au premier rang qui me regarde mais en mode désespéré en disant comment ça se fait que la fille contre qui je me suis écharpée, qui est une avocate brillante il y a 15 jours, est en train de faire ce truc débile. Et avec ma baguette magique qui clignotait, je regardais l'avocat général et je me disais bon bah voilà, c'est le point de non-retour parce que toute façon, je pourrais plus jamais être avocate. T'imagines, tu te retrouves contre lui après, il fait Maître Vigneault, bah alors on n'a pas pris sa petite baguette magique aujourd'hui. Salagadou, la magique à bout. C'était mort. Donc là, c'était le point de non-retour. Ça aurait été une plaidoirie assez originale qui marque, tu vois. T'aurais fait peut-être jurisprudence. Oui, mais je pense que mon client m'en aurait voulu. Moi, je me dis dans ce genre de cas, mais qu'est-ce que mon karma? Qu'est-ce que j'ai fait dans une vie antérieure? Qu'est-ce que j'ai fait subir à un ex X ou Y pour que je me retrouve comme ça? Eh ben non, parce que justement, ce genre d'épreuve, en fait, là, tu vois, à chaque fois, c'est une conception de la vie que j'ai. Et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de difficile, j'essaie d'en tirer quelque chose de positif. Et même les pires drames
il y a toujours un truc positif, même tout petit, même vraiment infime soit-il. Je pense même à la mort d'un être cher. On est quand même au bout de ce qui m'est arrivé. C'est à cause de ça que j'ai changé de vie. Et ben, j'arrive quand même à trouver du positif là-dedans, même si c'est difficile, en me disant qu'il est au quotidien avec moi, qu'il est là. Je lui parle 10 fois plus qu'avant. D'ailleurs, je passe mes journées à parler avec. Donc, voilà, on essaye toujours. Et donc, ce jour-là, ce que je me suis dit, c'est génial parce que je peux plus faire marche arrière. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai essayé de trouver un truc positif. Et j'ai vu sa tête désespérée. Je me suis quand même dit, peut-être qu'il va falloir que je progresse. Ça devait vraiment être mauvais. C'est un sacré challenge. Hein. Ouais. Oh, c'est incroyable, cette histoire. Donc, tu vois, tu commences comme ça dans des petits théâtres, etc. Salles, okay. Les petites salles. Et après, j'ai rencontré un producteur. Et c'est lui qui m'a dit qu'on allait s'inscrire pour faire cette émission. Moi, je voulais pas trop parce que je commençais, j'étais jeune. Jeune. Non, d'ailleurs, j'étais pas jeune. J'étais la plus vieille des jeunes. Mais j'étais vieille. Mais j'étais jeune dans ma carrière. Ouais. Parce que j'ai une carrière avant. Et du coup, je le sentais pas trop. Ouais, mais il m'a poussé. C'est beaucoup comme pression rapidement, en fait. C'est ça. Et c'est grosse pression. Et puis surtout, c'est une émission un peu spécifique parce que tu fais un sketch et après tu restes debout et tu attends les critiques. Oh et là, soit ils ont aimé, c'est bien, soit ils ont pas aimé, ça peut être violent. Et dans mon cas, on peut dire que ça a été violent. Parce que je fais un sketch à faire ensemble, ouais. Je fais ce sketch, je termine mon sketch et je me souviens pas des critiques des autres parce que celle de Jean-Luc Moreau et j'avais toujours dit je donnerais pas son nom mais je le donne. Ouais. Jean-Luc Moreau. Voilà, metteur en scène. J-A-N-L-U-C plus loin. Non, parce qu'avant, je voulais pas en parler. Et en fait, maintenant, je m'en moque. Mais Jean-Luc Moreau est un grand metteur en scène français. C'est la première fois qu'un professionnel va dire quelque chose sur ce choix de vie que j'ai fait. Et à la fin de mon sketch, j'oublierai jamais, il m'a dit mais vous avez vraiment quitté la profession d'avocat pour faire ça? Et j'ai dit oui. Il dit ma pauvre, vous n'y arriverez jamais. C'est une question tellement conne en plus parce que c'est une question rhétorique. Vous n'y arriverez jamais. C'était même pas à falloir travailler. Ouais. Non, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Et là, il me sort, vous êtes trop jolie pour être drôle. Ok, cool. Ouais. Et après, il me dit, en plus, là, je vous vois, vous êtes jolie, mais quand vous faites vos sketchs, vous faites des grimaces, vous êtes laide. Nous, on veut pas avoir de femmes laides. Bah oui. Et il terminera, donc, sur France 2, en plein prime, Access Prime, je sais pas combien de millions de téléspectateurs en direct. Il termine en disant, le seul intérêt chez vous, mademoiselle, ce sont vos chaussures. Est-ce que ce sont des vrais loups-boutins? Putain. Et là, je me souviens que j'étais comme ça, je venais de me prendre un 38 tonnes, en fait. Ouais. La même sensation, incapable de répondre, dans ma tête, je me disais, attends, mais... Est-ce qu'il a vraiment dit ça, déjà, pour commencer? Mais alors, c'est encore plus violent que ça, c'est que à ce moment-là, je me dis, mon Dieu, un professionnel vient de me dire que j'ai fait un changement de vie qui est complètement dingue parce que personne me soutient. Tout le monde trouvait ça fou alors que j'avais un métier avec un diplôme, j'ai fait plus de 7 ans d'études, je travaillais bien, j'ai un gros cabinet. J'étais dans le rang et en plus j'aimais ce métier. Je fais un truc fou et un professionnel va me dire ça ne marchera jamais. Ce que tout le monde me disait d'ailleurs, ça ne marchera jamais. Sauf que là, c'était un vrai professionnel. Donc je pars de là. Je jouais dans ma petite salle, je monte dans la voiture du taxi qui vient me chercher, je me souviens encore, je pleure comme une débile. Et à l'époque, je jouais au Temple, qui maintenant n'existe plus, mais qui s'appelle maintenant l'Apollo Théâtre. Et le propriétaire du Temple à l'époque, qui est un monsieur merveilleux, m'attend, il a vu le direct, et il m'attend devant le théâtre. C'est vrai. Parce qu'il sait. Ouais. Il sait. Il m'a pas vu pleurer parce qu'à la télé j'ai pas pleuré, mais il sait. Je descends du taxi, il m'ouvre grand ses bras, c'est un homme assez fort comme adorable, ça. Je m'enfonce dans ses bras comme ça, il me serre fort et je me souviens, je pleure dans ses bras et il m'avait dit Caroline, c'est pas notre métier la télévision, c'est pas ça. Ce que vous venez de faire, c'est du divertissement, etc. Mais c'est pas ça le cœur de votre métier, ce que vous avez choisi en tant qu'humoriste. C'est maintenant. Dans la salle là, il y a 4 personnes qui vous attendent. Vous avez l'opportunité de changer 4 vies. Caroline, faut y aller. Et je me souviens, je me maquille en pleurant. Je monte sur scène, je fais tant bien que mal le spectacle. Je rentre chez moi, je m'enfonce dans mon lit et ça va durer 3 semaines. 3 semaines où je suis en position fétale, en train de me dire, je suis complètement folle, en fait. J'ai changé de vie. Ouais, j'ai touché le fond, quoi. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. J'avais une vie super. Et sur un coup de tête, j'ai tout foutu en l'air pour rien. Et la preuve, il y a un professionnel qui vient de me dire, qui vient de me ramener, qui m'a attrapé mon rêve et qui m'a dit non mais stop. Et puis, il symbolise toute l'autorité que tu recherches, tout au départ de chaque profession, de chaque nouvelle passion. On est vraiment en quête du regard des autres pour valider ce qu'on fait. Tu sais, ça vient avec l'expérience, un peu ce truc-là de en fait, je suis solide dans mes bottes et je sais ce que je vaux. Au départ, on sait absolument pas tout ça. Surtout quand c'est un univers que tu connais pas. Bah ouais. Un sachant.
qui lui sait, qui le met en scène, qui a donc le goût absolu et qui sait. Tu lui donnes toutes les cartes et tu te dis s'il a dit ça, c'est que c'est vrai en fait. Tu lui donnes tout le pouvoir de décider de ta vie. Exactement. Et donc moi, il m'a dit, ça ne marchera, vous n'y arriverez jamais. Donc je le sais, j'y arriverai jamais en fait. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur ces propos qui sont mais c'est en 2022. On disait ça hors Trump parce que aujourd'hui c'est quand même... ça passerait plus. Mais à l'époque tout le monde s'en foutait. Mais c'est pour ça qu'à l'époque, quand on disait des choses, moi je suis féministe depuis, je dirais l'âge de mon souvenir, l'âge de 6-7 ans, quand je me souviens, quand on autorisait mes cousins à faire des choses et que moi j'avais pas le droit de les faire parce que j'étais une fille. Exemple, monter aux arbres, courir plus vite, sauter des arbres, et que moi on me disait non, tu vas attention, tu vas abîmer ta robe, tiens, tu vas dessine, tu vas faire des bleus, etc. Et d'ailleurs c'est fou parce que c'est là que vient aussi, je pense, le problème de beaucoup de femmes qui manquent de cette énergie dont on n'a pas poussé enfant à aller chercher, à se maîtriser la peur, voilà. Mais bon, bref, donc c'est depuis ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi je suis une fille, en fait? J'aurais voulu être un garçon. Quand j'étais enfant, je voulais être un garçon, je trouvais que c'était tellement mieux. Puis après, le lycée, en plus, moi, je viens d'un milieu catho, assez on a pas mal de choses à se raconter. Je suis catho et nantaise, alors. Alors, oui. Non, mais le sport au lycée, je me souviens, les filles dans un coin avec des badminton, le prof, il en avait rien à foutre de nous. Et les mecs faisaient du volley. Et moi, je râle. Un jour, je pète un plomb, je vais voir le prof, je dis, non, ça suffit, moi aussi, je veux faire du volley. Et là, il me dit, je pensais qu'il allait m'envoyer chez la surveillante générale parce que j'avais crié. Et il me dit, non, très bien, tu rentres dans l'équipe, mais première balle que tu perds, tu sors. Oui, donc pour être une fille, tu dois être meilleure pour avoir le droit de jouer. Exactement. Donc ça n'a pas loupé. Première balle que je récupère, je plonge pour pas la rater parce que je voulais pas sortir, sauf qu'on est sur du bitume. Dedans? Non, pas dedans, mais le corps. Je me retrouve ensanglantée, le prof qui m'engueule, qui m'envoie à l'infirmerie en me disant ça va pas. Je dis, mais c'est vous qui m'avez dit que sinon, j'allais dormir, je voulais pas dormir. Je me suis décollé la plèvre au rugby parce que je voulais prouver à mon père que... oui. Donc voilà. Décollement de la plèvre. Donc voilà, donc avant on était hystérique, maintenant depuis MeToo on est féministe, c'est déjà un vrai progrès. Donc c'est chouette. Et à tous ceux qui pensent que aujourd'hui il y a plus de soucis, il y a énormément moins de soucis, ça il faut le dire. Moi je suis une féministe optimiste, je le répète à longueur de journée. Aujourd'hui ça va bien. Ma grand-mère avait pas le droit de voter. Ma grand-mère. Donc oui, en 2 générations, je suis heureuse de vivre dans l'époque dans laquelle je vis. Clair. Je suis heureuse d'être sur scène, d'avoir la liberté de parole que j'ai, que ma grand-mère n'aurait jamais eu. Et c'est même pas qu'elle l'aurait pas eu, elle aurait même pas pu l'apprendre parce qu'elle était tellement éduquée. J'ai retrouvé ces livres d'éducation, c'est magique. Aujourd'hui, avec le recul, c'est très drôle. Mais Nadine de Rothschild, à côté, elle est rappeuse. C'est ça. Non, mais il y avait écrit quand votre mari rentre, ne lui parlez pas de vos problèmes parce que lui, il a des vrais problèmes, pas vous. Bien et sûr. surtout, faites votre toilette intime avant qu'il n'arrive, parce que si jamais papa, quand il rentre, il a envie de, il faut que tu sois prête, Janine. C'est clair. Allez, donc à bouffer, la chatte clean et hop, pas tes problèmes. C'était quand même plus simple la vie avant, franchement. Si j'étais un mec, je me dis c'était vraiment l'âge d'or. On se demande vraiment pourquoi est-ce qu'ils sont réfractaires au changement. C'est quand bizarre. même. Mais ouais, c'est déroutant de se dire qu'il y a quelques années, ça passe à la télé. Et ce que je trouve fou, alors on te dit que t'es pas drôle, mais les arguments pour dire que t'es pas drôle, c'est quand même uniquement des arguments physiques, ce qui est quand même très intéressant et très perturbant. Parce que pour être drôle, il faut être moche. Mais alors, si t'es belle, mais que tu joues à être moche sur scène, ça va pas non plus. Non. Ah bah non. Parce que tu travestis. Et d'ailleurs, je me souviens, parce que à chaque fois on me l'a dit plusieurs fois, parce que j'ai toujours d'ailleurs trouvé complètement dingue, même quand on te présente, voici la jolie Caroline. Ouais, mais en fait, je suis pas mannequin. Donc, je m'en fous. Merci beaucoup, Gérard. Ça me touche. Mais, tu vois, Cameron Diaz, que quelqu'un vienne me dire qu'elle est pas jolie et que quelqu'un vienne me dire qu'elle est pas drôle. Ouais, c'est clair. Comme si, en plus, l'humour, c'est comme quand on parle d'humour féminin. Moi, je sais pas ce que c'est l'humour féminin, comme l'humour masculin, je n'ai jamais compris ce que je sais en revanche, c'est que l'humour, soit ça te fait rire, soit ça te fait pas rire. Et avec quoi on fait rire? Avec ce qu'on est. Alors évidemment, mon sexe est une de mes données. Je suis une fille, oui, mais aussi blonde, je suis 1m69, je suis catholique, j'ai été éduquée, donc j'ai vécu une partie de ma vie au Maroc, en Seine-et-Marne, et tout ça, je suis née à Nantes, tout ça dans les Vosges, une grande partie de ma vie. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. J'ai fait des études de droit, j'étais avocate, ça m'a construite, et tout ça fait partie de mes éléments. Et on les a tous différents. Si vous avez vécu à l'étranger, si vous avez été abandonné,
si vous avez été frappé, si vous avez été très heureux, très riche, très pauvre, catholique, musulman, juif, vous n'avez pas la même relation dans la vie. Et donc votre humour, sûrement, ce que vous raconterez sera différent. Mais quand même, je te présenterai comme la jolie Caroline, malgré ce que tu viens de me dire. Je vois pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. Après, moi, vous savez, il faut pas non plus mentir. Recevoir des compliments, c'est quelque chose de très agréable. Bien sûr. Et il y a plusieurs jours, c'était la journée internationale du compliment. J'ai pas arrêté d'en faire toute la journée et je me suis rendu compte du plaisir que tu donnes aux gens. De leur dire, c'est super. D'ailleurs, je tiens à te le dire, j'adore ton podcast. C'est vraiment un podcast très intéressant, très agréable à écouter. Donc, bravo. Et il faut le dire aux gens quand ça va bien. On passe trop de temps à dire que ça va pas. Donc, bien sûr, quand quelqu'un te dit que tu es jolie, c'est très agréable. Et t'es pas obligé de lui répondre, ah ouais, parce que ça veut dire que d'habitude, je suis pas jolie, hein, c'est ça. Non, on veut prendre les compliments, on n'a pas appris à les prendre. Il faut pas non plus effectivement devenir une espèce de mégère qui, quand un mec te dit t'es jolie, ah c'est bon, #MeToo, patriarcat à mort. Non, je suis pas du tout comme ça. Quelle horreur. Ouais. Ta réflexion est drôle, c'est intéressant, j'adore ce que t'as fait. Enfin, le compliment prend tellement de formes. C'est juste intéressant si on revient à ce sujet-là, que ce soit uniquement physique, donc de la critique de t'es une merde. C'était un peu ça, hein. À part tes chaussures, merci beaucoup. Oui, t'aurais jamais dû faire le choix que t'as fait, en tout cas. T'aurais jamais dû faire le choix que t'as fait. Surtout bravo pour tes chaussures, c'est comme si j'étais pour quelque chose. C'est-à-dire les chaussures, même, que ce soit des vrais Louboutins ou pas. De toute façon, j'y étais pour rien. Donc c'était très violent. Creux, et puis c'est creux. Et puis c'est la honte, parce que c'est un professionnel qui, comme tu le dis, a des années de carrière, décide du sort de quelqu'un, il a quand même plus de choses à raconter, et plus de conseils à apporter que, ton choix de chaussures. Enfin, je trouve ça fou. On est d'accord, mais aujourd'hui, je lui dis merci. Parce qu'après ces 3 semaines dans mon lit, en position fétale, à me dire j'ai fait une énorme connerie, en fait. Est-ce que tu partages ça avec des gens dans l'humour? Est-ce que tu as commencé à te faire un petit cercle? Pas du tout, je suis toute seule. Okay. Je suis complètement seule et face à mon choix, et surtout à me dire j'ai vraiment fait une connerie le jour où j'ai démissionné. Et de toute façon, c'est irréversible. Je ne redeviendrai pas avocate dans les conditions dans lesquelles j'étais, etc. Après tout ce que j'avais fait, la télé et tout ça, qui sont des choses qui te marquent. Et après, en matière de crédibilité, moi j'avais déjà eu des problèmes en matière de crédibilité en tant qu'avocate, parce pour les mêmes raisons, hein, des raisons physiques, évidemment. Quand tu arrives en prison face à un braqueur qui te voit arriver, il fait excusez-moi, mais j'ai demandé un vrai avocat. Et j'ai dit, j'ai les mêmes diplômes. Il fait, oui, mais en fait, il veut un mec un peu fort, avec un gros cigare, une grosse voix. Et je me souviens, il y en a même un qui m'avait dit un jour, non, mais là, c'est un braquage de fourgon blindé. Le jour où je vole une baguette de pain, je t'appellerai. Oh, putain. Donc, de toute façon, la misogynie, je l'ai connue. Tu es tout le temps en train de plaider, mais alors tu plaides même en prison, quoi. Ce qui est un peu usant, et je comprends qu'à force... en prison, tu rencontres des clients, après tu plaideras au tribunal. Non, mais tu plaides aussi envers ton client. T'es là, mais je te jure que je peux défendre plus qu'une baguette de pain. Enfin, c'est terrible. Ah oui, et puis en plus, j'ai toujours fait plus jeune que mon âge, donc les gens me trouvaient de toute façon trop jeune pour le défendre. Jusqu'au moment où ils me voyaient au tribunal. Et là, ils se rendaient compte que j'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé les discours, j'ai toujours été attirée par les mots. Et c'est pour ça que je suis devenue avocate avant de devenir humoriste. Mais c'est vraiment, la langue française me passionne. Mais au départ, il y a un truc sur le physique, le fait que t'es une femme, et alors quand t'es jolie, en fait, quand t'es jolie, t'es obligée. Déjà, c'est difficile de dire t'es jolie parce qu'on va dire ah là là, ça, elle a le melon, pour qui elle se prend. On est toujours plus ou moins jolie par rapport à d'autres. De toute façon, t'es toujours le moche ou la jolie de quelqu'un. C'est clair. Mais puis malgré tout, quelque chose de beau en nous aussi. Bien sûr. Et quand t'es une fille, t'es assez vite cataloguée teubée. Et donc cette envie de toujours devoir montrer que t'es intelligente. Et surtout que j'ai toujours dit, moi, le physique que j'ai, je suis pour rien, en fait. Je l'ai pas choisi, il me tombait dessus, parce que mon père et ma mère, un jour, à Nantes. On va pas tout vous expliquer, ça me met mal à l'aise de... Voilà. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces... Alors là, on dérive un peu du sujet, mais il y a plein de petits sujets intéressants. Il y a Tara qui fait sa séduction. Qu'est-ce que tu réponds à un mec qui te dit, alors je crois que vous avez pas compris, en fait, moi c'est pour un fourgon blindé, pas une baguette de pain. Qu'est-ce qu'on leur répond à eux? Alors, à un moment donné, quand tu te rends compte que de toute façon, quoi que tu dises, tu ne pourras pas changer, que c'est tellement ancré, là c'est un machisme de base, tu peux pas perdre de temps, en fait. Tant pis, tu laisses tomber le client et t'en prends un autre. Parce que, après lui avoir expliqué, bien sûr que de toute façon, c'est les mêmes diplômes, etc., mais de toute façon, un client, tu peux pas lui imposer un avocat de commis d'office. Même un commis d'office? Non, il peut choisir. Mais d'ailleurs, même nous, au moins une fois, j'ai refusé un dossier, Ça m'est arrivé une fois, alors pas du tout pour des raisons physiques, mais c'est une affaire de pédophilie avec acte de barbarie. Ouf. Voilà, j'ai expliqué au client, je dis je pourrais pas défendre notre dossier, on va trouver un avocat qui lui pourra. Mais après que cet homme-là ait envie d'être défendu par un homme
Moi, je trouve ça débile parce qu'en plus, pas forcément, l'homme ne sera pas forcément meilleur ou ni moins bon que la femme. C'est une question d'avocat. C'est pas une question de sexe, encore une fois. Alors. Oui, mais bon, c'est comme ça. Après, franchement, je perds pas trop de temps. J'essaye quand je vois que je peux changer l'opinion de quelqu'un de prendre le temps, mon temps, pour voir si je peux faire évoluer cette personne. Et c'est souvent, même quand j'en parle, de façon que ce soit la misogynie, le racisme, l'antisémitisme, etc. Avec les personnes un peu âgées, je perds plus de temps. Parce que je me dis, de toute façon, elles vont bientôt mourir. Et puis j'ai Noël, quoi qu'il arrive chaque année, je vais pas me taper de... Non, mais elles vont bientôt mourir. Donc ça, c'est la génération qui est perdue avec des vieux réflexes. Bon, bah, tant pis. Je préfère vraiment prendre mon temps avec la jeune génération. C'est pour ça que j'interviens même dans des écoles aujourd'hui. C'est cool. Pour parler aux enfants. Notamment grâce à Flashback, en fait, le film que j'ai réalisé qui est sur Amazon Prime. J'ai eu beaucoup de gens d'écoles, de profs qui font passer mon film à l'école, ce qui était mon rêve, je l'ai écrit pour ça. Ah ouais, tellement. Exactement, puisque c'est une comédie, mais qui raconte l'histoire d'une avocate qui va se balader dans le temps et qui va rencontrer les grandes figures. Vraiment, ça vient d'où ça sort. Qui va rencontrer les grandes figures du féminisme comme Olympe de Gouges, la Révolution, etc. Et donc les enfants qui ne connaissent pas Olympe de Gouges, Nicolas de Condorcet ou même Georges Sand, parce que Georges Sand, ils pensent que c'est un garçon, évidemment. Ouais. Donc, en voyant le film qui est une comédie, découvre ces personnages, découvre aussi pourquoi le féminisme, comment Jeanne d'Arc a été brûlée parce qu'elle portait un pantalon, que Georges Sand avait une autorisation préfectorale pour porter un pantalon, que Olympe de Gouges a été décapitée parce qu'elle a fait la déclaration des droits de la femme. Donc, les enfants font ça, et après, moi, j'interviens à l'école et on discute. Et je vois les réflexes qui viennent de leurs parents, en fait. Ouais. Et c'est là que je me dis que c'est intéressant d'intervenir. Pas avec leurs parents. Leurs parents, c'est presque déjà mort. Mais avec les enfants, si tu leur parles, ils comprennent. Les enfants, faut pas oublier que quand tu leur dis que le Père Noël descend dans la cheminée, même si t'as pas de cheminée, ils y croient. Que la petite souris, elle vient déposer, on y a tous cru et on n'a pas remis en cause la parole de nos parents. C'est Olympe de Gouges qui chaque nuit. La meuf qui est vraiment un peu jusqu'au boutiste quand même. Ah, j'ai encore un pantalon pour la 3e année consécutive. Merci, maman. C'est ça. Mais c'est un droit, ma fille. Le truc horrible. Oui, les boucles d'oreilles aussi, ça pourrait l'être. Non, c'est le patriarcat qui s'impose, le rouge à lèvres. Bah non, c'est parce que je veux sortir avec Bernabé et que franchement, je suis plus jolie. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, c'est très, très chouette. Et pour recevoir des personnalités de tous les âges sur la leçon, c'est génial. J'ai reçu plusieurs mecs de 20, 24, 25 ans. Et il y a déjà un fossé entre les réflexions que peuvent avoir ma génération et eux qui sont là en train de se dire on a plein de choses à apprendre les uns des autres en fait. Et ça me fait plaisir. Je suis aussi très optimiste et c'est avec des discussions comme ça. On a tous à apprendre de nouvelles choses. Et moi, j'élève 2 garçons, 2 enfants. Eux, ils comprennent pas que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Dans leur cortex, ça n'existe pas. C'est complètement fou. Donc, les violences faites aux femmes, ils comprennent pas non plus. Donc, moi, je suis très optimiste pour la nouvelle génération qui arrive, vraiment. Oui, et puis, moi, j'ai été élevée par une maman célibataire qui, faisait autant les travaux que les devoirs avec moi. Et pour moi, ça me semblait insensé. Et je l'ai découvert vraiment sur le tard, le féminisme. Parce que pour moi, ça n'avait pas sa place. Enfin, je comprenais pas le concept, tu vois, de différence entre les deux, quoi. Oui, c'est souvent en fait, tu te rends compte quand tu le vis. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est pour ça que j'en veux vraiment pas aux hommes qui disent je suis pas féministe, ça sert à rien. Parce que je comprends. Je parle souvent de cet exemple parce qu'il est fort, mais quand Laura Flessel a été élue ministre des Sports, je me souviens avoir appelé ma meilleure amie qui est noire et lui a dit c'est génial Laura Flessel au sport, et elle me répond en plus elle est noire, et je lui réponds oui, enfin ça on s'en fout. Elle me dit ah non, on s'en fout pas. Et là je me rends compte que moi je vis pas le racisme au quotidien. Ouais. J'aime pas le racisme, je suis contre, je trouve ça nul et tout ce qu'on peut imaginer, mais j'ai jamais vécu le racisme au quotidien. Donc je n'ai pas la moindre idée de le message que ça lance pour une femme noire, d'avoir une femme noire au pouvoir. Et d'un seul coup, je me rends compte que pour les hommes c'est pareil en fait. Mais ouais. Parce qu'ils se baladent pas dans la rue avec les sifflets, parce qu'ils baissent pas leur musique quand ils croisent un mec pour vérifier que en regardant les vitrines qu'il s'arrête pas, qu'il a pas fait demi-tour. Ils savent pas ce que c'est que se prendre une main aux fesses dans le métro. Et quand on voit des expériences que maintenant ils le font plusieurs, ils l'ont fait plusieurs, des mecs qui se transforment en meufs pour le voir, notamment Roman qui a fait ça sur TikTok et on en a parlé. Il m'a dit mais j'avais l'impression d'être un steak. Il était habillé en meuf dans le métro. Il m'a dit mais l'enfer. J'ai dit voilà. Et moi je comprends, les hommes n'ont pas la moindre idée de ce qu'on vit. Et donc on peut pas leur en vouloir pour ça. Il faut juste qu'ils acceptent d'écouter ce qu'on leur dit. Écouter, discuter, échanger. Exactement. Et ouais, c'est déjà beaucoup.
Et alors, repartons sur ce moment en position fêtus, qui dure 3 semaines. Oui, parce qu'il faut quand même avoir la chute de l'histoire. T'as vu la journaliste qui est là, bravo. Qui ne lâche jamais. Ouais, 3 semaines, et puis c'est d'une violence. Tu descends de 12 étages et t'as une étape de ta carrière où la validation de l'autre est encore une fois très très importante. Mais elle est d'autant plus importante que j'avais quitté quelque chose qui marchait. Ouais. J'étais lancée, j'avais fait 7 ans d'études, j'étais avocate depuis presque 7 ans aussi. Donc c'était 14 ans de ma vie que j'ai décidé en mettant la main, cette sensation vraiment de mettre les mains sur le volant de ma vie en disant j'ai le droit si j'ai envie de faire un virage. Alors non pas à 360 comme me disent beaucoup de journalistes. Ça c'est de l'aquaplaning. Si je leur explique 360, tu reviens à ton point de départ, mais à 180. Donc un virage à 180, on peut le faire. Même si ça ne doit pas se faire quand tu gagnes bien ta vie, que tu as fait des études, que tu es posé, que tu aimes ton métier, c'est fou. Donc personne ne peut te dire vas-y fonce. Donc je le fais contre vents et marées. Toute seule, avec ma décision chevillée. Je me dis, mais moi, j'y crois, je sais pas, j'ai ce feu en moi. Ouais. Et puis, allez, je fonce et avec une espèce de, je sais pas, un candide, sûrement, folie. Il faut, bien sûr. Mais là, je me prends un 3 tonnes et je me retrouve au lit en me disant, tout le monde avait raison. Oui, il fallait pas le faire. En fait, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Il a raison. Non seulement j'y arriverai jamais, mais j'ai plus de métier, j'ai plus de vie, j'ai tout foutu en l'air ma vie. Ma vie est foutue. Bah oui, bien sûr. Après, je sais pas ce que je vais faire parce que ce moment-là, en plus, tout le monde me dit quand t'as sauté comme ça, t'avais bien un plan B. J'ai dit mais jamais. Si tu commences à perdre la moitié de ton énergie pour imaginer un plan B par rapport à ton plan A, tu mets toute ton énergie sur ton plan A. Bah ouais. Donc sinon, non. ça te met déjà dans une posture de puisque je vais pas y arriver. Exactement. C'est chaud, c'est chaud et c'est sacrément courageux de faire ça et je comprends totalement l'idée du truc qui te brûle dans les tripes et qui fait que c'est plus fort que toi et plus fort que la raison en fait. Mais surtout que la raison, à quoi ça sert? Le truc qui m'a vraiment aidé à me lancer et que je donne aux gens qui me posent toujours la même question, j'ai peur, machin, j'ai dit mais tu vas mourir. On va tous mourir. Sans exception. Spoiler de la série. Ouais, spoiler, voilà. Et avec tous ceux qui nous écoutent, sachez-le, vous allez mourir. Et il y en a pas un, même le plus riche. Même Elon Musk. Voilà, même Elon Musk, même le mec d'Apple, tout le monde. On va tous mourir. Une fois que tu as mis ça en perspective, tout est moins grave. C'est-à-dire que même un échec, même la plantade, même si j'avais pas réussi, je sais pas ce que ça veut dire réussi, mais si je pouvais pas, aujourd'hui je vis de ce métier, et même si j'en vivais pas et que du coup j'avais dû rebondir, donc ça aurait été un échec et faire autre chose, c'est toujours moins grave que la mort. Et je me suis toujours dit, quoi de pire sur ton lit de mort que de te dire, j'avais envie de faire ça, du violon, de la poterie, une boulangerie, le tour du monde, je sais pas ce que vous avez envie de faire, mais ce truc-là que vous avez en vous, et parce que la société, parce que j'ai fait des études, parce que mes parents ils voulaient que, parce que ceci, parce que cela, je l'ai pas fait. Et là, je vais mourir et et c'est fini. Dernière minute de vie, mais l'enfer. J'ai une blague carambar pour vous. Non mais l'horreur. Phrase. L'horreur. Donc je me suis dit non, je veux pas vivre ça. Je préfère vivre le. J'avais un super métier, je me suis bien plantée et puis après j'ai rebondi. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais donc là je me dis, je suis dans mon lit, je suis au fond du tout, et à un moment donné, je me dis stop. Allez, ça fait 3 semaines maintenant. De toute façon, tu vas pas rester dans ton lit. 3 semaines, c'est stop. Ok. Et à partir de là, je décide de transformer cet échec et je vais utiliser toute cette... Moi, je l'ai vécu comme de la méchanceté pure, mais en fait, ces phrases assassines et violentes en me disant, je vais lui prouver qu'il a tort. Et là, ça devient une énergie folle. De dingue. J'ai un but. C'est même plus pour moi. Il n'y a pas que moi qui veux réussir et qui veut faire rire les gens. En plus de tout ça, à chaque fois que je suis fatiguée, à chaque fois que je dis, oh là là, ça marche pas, je pense à Jean-Luc Moreau. Et là, il y a une espèce d'énergie qui revient. Je fais, oui, et là, t'as envie de, et hop, et ça te fait remonter sur scène. Et donc, à chaque fois, c'était pense à Jean-Luc Moreau. Caroline Xena la guerrière. C'est exactement ça. Est-ce que ton cri de guerrière avant de montrer sur scène c'était Jean-Luc c'est pour toi. Non, parce que je voulais pas lui donner autant d'importance. Je ne l'utilisais vraiment que dans les moments extrême urgence. C'était vraiment en cas d'urgence, briser la glace et briser la tête de Jean-Luc Moreau, tu vois, avec un petit marteau, tac tac tac. Il y en a qui font ça avec des poupées vaudou, moi c'est un marteau. Mais bon, après c'est aussi une question de caractère. J'avoue que j'ai toujours eu ce caractère un peu dingo, puisque je me souviens quand j'étais jeune étudiante, alors j'étais pas assez grande pour faire des trucs de mannequinat, donc j'étais dans une agence d'hôtesse. Ah oui, c'est pas mal ça, au niveau de l'objectif. Oui, objectification de toi. Du corps. J'ai réussi à aller au bout. Ouais.
Ah non, mais c'est merveilleux. Quand t'es hôtesse, en fait, tu réponds à 2 questions. La première, c'est oui, les toilettes sont en bas à droite. Et la deuxième, c'est non, je ne couche pas. Voilà. C'est à peu près ça. Attention à ne pas confondre les 2 phrases. C'est ça. Oui, dans les toilettes. En bas à droite. Non, c'est pas ce que je voulais vous dire. Et donc, un jour, je me souviens, à l'époque, c'était en francs. Ouais. Oh, bah oui, j'étais en francs. Non, j'ai vécu aussi, Merci. T'inquiète pas. Et donc, je gagnais 1000 francs pour aller faire 2 heures au Bataclan. On distribuait des Orangina vodka gratuitement. Ok. Ouais. Alors, autant te dire, et j'avais des vêtements, c'était un micro-short et un micro, hein, tu vois, mais à moitié à Walp. Et donc, imagine une fille à moitié nue qui donne de l'alcool gratuit en boîte de nuit. Ouais. Ça s'appelle une boucherie. Ouais, c'est ça. Et pour aller dans cette boucherie, il y a un monsieur qui était Et tu étais végane. Ouais, c'est terrible. Et non, il y a un monsieur qui m'emmène un ami du propriétaire de l'agence. Et je me souviens, il avait une 500 SL à l'époque, une grosse voiture comme ça, avec 2 places. Et il m'emmène dans sa voiture jusqu'au Bataclan. Et il me parle comme on parle, bien sûr, un homme important à une petite hôtesse. Avec une espèce de condescendance qui m'insupportait. Et je lui dis, mais vous savez, je suis élève en première année de droit parce que je veux devenir avocate. Et il me regarde et fait, évidemment, vous serez avocate. La meuf, aucune crédibilité. J'avais des paillettes, j'avais limite une plume dans le cul. Et je te dis à moitié à poil dans sa bagnole. Mais je me souviens, j'avais les ronds orangina en paillettes sur les seins, qui envoyaient des lumières comme ça. Enfin, vraiment. Et je lui dis, non, mais je serai avocate. Ouais, d'accord. Et le mec ne me croit pas. Et je vois dans sa façon de parler qu'il me traite vraiment comme... Et ça me rend dingue. Ouais. Donc, tous les ans, à chaque fois que j'ai eu mon diplôme, je lui ai envoyé une lettre. Oh, j'adore. Première année, j'ai eu ma première année. Deuxième année, troisième année, donc licence, maîtrise, 3e cycle. Et le jour où j'ai eu mon diplôme d'avocat, je lui ai envoyé une lettre en disant, voilà, j'ai mon diplôme. Donc, 7 ans plus tard. Niquer ta... Non, est-ce que je reste polie? T'es mort. Voilà. La prochaine fois que vous croiserez une hôtesse qui vous dira, je suis avocate, sachez qu'elle ne vous mentira pas forcément. Je suis aujourd'hui réellement avocate. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à trouver quelqu'un d'autre que moi. Je ne suis pas disponible. Point. Et j'ai envoyé ma dernière, et ceci est ma dernière lettre. Et pendant 7 ans, le mec recevait mon courrier en disant, mais elle va pas me lâcher, en fait. C'est extraordinaire. J'ai toujours rêvé de faire ça à mon proviseur qui avait décidé sur un bulletin que je n'étais pas capable d'aller à l'IUT. Donc, il avait pas mis avis mitigé, il avait mis avis défavorable. Merci. Il s'appelle comment? Je me souviens plus de son nom. Oh, quel dommage. Ouais, c'est terrible. Hein. Jean-Luc Moreau, non? Mais c'est pas vrai. C'est peut-être Jean-Marc Moreau. C'est le frère de Jean-Luc. C'était à Nantes, en plus. C'était à Saint-Stan. Ah oui. Ouais. Et bon, alors, moi, j'ai mis premier choix à IUT parce que je me suis dit, comme je serais pas prise, au moins, je suis pas déçue, tu vois. J'ai été prise. Ouais. Mais je savais pas quel était le propos de cette IUT puisque je pensais ne jamais être prise. Et je m'étais dit, je vais lui écrire une lettre et tout. Et j'ai jamais fait. J'ai pas fait comme toi, Caroline. Il n'est pas trop tard. Moi, ce que je pense qui serait drôle, c'est que tu lui envoies ton livre en dédicacé. Il faut que tu retrouves son nom en disant, voilà, l'IUT s'est bien passé, le bouquin aussi. Et vous en êtes où? Le mot fiasco vous correspond bien. Voilà. J'ai pensé ça te fera du bien et ça lui fera peut-être du bien aussi. Ouais, mais c'est 18,50 € pour lui. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors tu lui envoies une photocopie. Comme un menu Five Guys, hein. Tu lui envoies une photocopie de ton livre, de la première page. Ça, c'est 30 centimes, c'est plus acceptable pour moi. Ouais, donc t'as cette sorte de rage qui est en fait hyper positive. Moi, je trouve toujours que c'est terrible la vengeance. En revanche, la revanche, c'est une énergie ultra positive qui pousse à aller de l'avant. Et toi, c'est ça qui te donne la force de sortir de ton lit et de te dire, ok, je vais lui prouver à Jean-Luc, quoi. Alors la revanche, oui, mais attention parce que moi, je considère pas que je sois quelqu'un de revanchard parce que je ne veux jamais perdre une once d'énergie. À faire du mal ou à perdre du temps pour me venger de quelqu'un. Pas de vengeance, on est d'accord. Ouais. Pour moi, la revanche, je la vois, c'est plutôt positif. C'est de me dire, c'est une revanche sur la vie. Ouais, sur la vie, entièrement d'accord. Mais quand je vois des gens qui passent du temps à nuire à d'autres, je dis, mais utilise la même énergie pour te faire du bien à toi. Ouais, carrément. C'est ce que je dis souvent aux haters qui m'envoient des messages de temps en temps, j'ai rien à faire et je m'ennuie et je réponds surtout sur Twitter parce que c'est là où il y en a le plus ou même parfois sur Instagram parce que maintenant j'adore ce système, j'écris j'aime les fraises et là je reçois des missions de messages. Oui, et qu'est-ce que vous faites des framboises? Et puis les fraises, mais c'est pas la bonne époque et sur un chat et vous n'avez pas le droit et c'est interdit et l'écologie et puis les exploitations des enfants et la et OK, j'ai juste dit que j'aimais les fraises les gars, pardon hein. Je m'excuse auprès de toutes les framboises que j'ai pu je vous prie de m'excuser d'exister. Et je dis à tous ces gens-là, au lieu de passer 10 minutes là à m'envoyer un message de haine, t'as pas aimé, j'en ai reçu beaucoup sur mon film, comme c'est un film quand même
clairement féminisme pédagogique, féministe, et encore une fois, hyper positif et pas du tout revanchard. Mais pour autant, il y a quand même des gens que ça énerve. Et je dis, mais il n'y avait pas l'inclusion des framboises. Non, c'est ça. C'est représenté. Clairement pas. Je dis, mais pourquoi tu vas pas voir un film que tu aimes et va dire à la personne à qui donc tu as aimé le film et dire, c'était super votre film, merci, j'ai aimé. Prends la même énergie et tu vas voir. Et c'est même pas pour la personne que je dis ça, c'est pour toi. Tu vas te sentir dans ta peau tellement mieux de distribuer de l'énergie positive plutôt que de dire, mais c'est dingue, comme ça que tu vas rien, et ça c'est nul, ça c'est moche, t'es con et je te déteste. Ok, sinon. C'est un enfant à qui on a piqué ses jouets dans le bac à sable qui... Ouais, mais dans ce cas-là, il peut utiliser ses mains et découvrir qu'avec ses mains, il peut faire des trucs merveilleux. Et j'arrête pas de le dire, mais franchement, faites-vous du bien. Et je pense que ça commence par ça. Au lieu de perdre du temps à dire ce que t'aimes pas, prends le même temps, la même énergie pour dire qu'est-ce que t'aimes. Et je vous promets, en 3 jours, juste 3 jours de ça, de cette petite thérapie là, qui vaut vraiment rien, ça coûte rien, c'est 0, c'est gratuit, mais ça change une vie. C'est clair parce que c'est une énergie qui tire vers le bas, vraiment. Bien sûr. Et même de voir les autres ont réussi et pas moi, de vous perdre du temps à décourager les gens de se lancer. Ça, c'est un truc qui est très fort aussi quand vous avez un échec. Bah voilà, je te l'avais bien dit, tu vois, t'as bien fait. Parce que, en fait, les gens qui se lancent pas, quand ils vous voient vous lancer dans une aventure, ils ont envie que vous ratiez. Pourquoi? Parce que si vous réussissez. Ça les réconforte. Oui, si vous réussissez, ça les renvoie à leur propre échec, leur propre, comment on dit, pas le fait de pas Inaction? bouger. Inaction, exactement. C'est le mot que je cherche. Donc il faut pas trop écouter les gens, ou vraiment les gens bien attentionnés, et voilà, et ceux qui se réjouissent d'un échec, etc., laissez-les faire. Vous avez vécu un échec, ok, mais vous avez appris un truc. C'est clair, et pour moi la première chose à se dire, c'est aussi prendre le temps de se féliciter d'être allé au bout, d'avoir bien osé, sûr. Parce que c'est quand même la première des peurs, c'est la peur d'échouer qui fait qu'on reste à ne rien faire. Et moi la première, j'ai eu 1000 carrières que j'ai pas faites parce que je me sentais pas capable ou parce que je pensais pas que je pourrais le faire seule, tu vois, et ce truc-là te bloque et te paralyse. Et alors si la première fois que tu le fais, ça rate, comme tu le dis, la seconde fois tu repars absolument pas de zéro. Et en plus vraiment ce déblocage intellectuel de se dire j'ai osé aller au bout de mon idée, de mon envie, c'est ultra puissant. Et puis, je me suis plantée, mais je ne suis pas morte. Ouais, aussi. Je suis encore en vie et je peux recommencer. Ouais. Et puis les gens oublient vite, honnêtement. Non, mais même ces trois semaines-là, en fait, elles m'ont permis de toucher vraiment le fond, puis dire bon bah voilà. Et donc, voilà, t'es au fond, de toute façon, ça y est, tu t'es fait humilier devant la télévision devant des millions de personnes. Et alors, tu vas continuer à vivre, sors, lève la tête. Et justement, deux jours après, les gens, ils étaient déjà sur une autre émission de Cyril Hanouna et ils avaient complètement oublié ton existence. Mais bien sûr, cette émission, la plupart des gens l'ont jamais, s'en souviennent même pas. À ce moment-là, on m'en a beaucoup parlé parce que évidemment, ça avait été tellement violent, mais aujourd'hui, plus personne s'en souvient. Moi, je m'en souviens très bien, et je suis même profondément persuadée que Jean-Luc Moreau n'en a aucun souvenir. Aucun. C'est-à-dire que je suis pas la seule à qui il a dû dire ce genre de choses. Et moi, c'était Jean-Luc Moreau, et parfois ça peut être d'autres personnes. Mais il y a des profs, même dans la vie, des profs comme toi, ton prof d'IUT ou d'autres, qui vont dire des choses qui vont ruiner des carrières ou des envies ou des choses. Et donc il faut arriver à relativiser en se disant ça, c'est la vie d'une personne. Ouais. Et je vais mourir, donc je fais ce que je veux. C'est clair. Avant de mourir, du coup. Exactement. La fameuse bucket list. Qu'est-ce qui te reste à faire sur ta bucket list? Oh, des tonnes de choses. Mais là, en plus, j'avoue qu'avec le Covid, il y a vraiment un truc qui m'a beaucoup manqué, c'est les voyages. J'ai cette sensation de me dire, oh là là, j'ai vraiment envie de voyager et de voir le monde avant de mourir, évidemment. Et puis, c'est vrai que nous, l'artistique a été complètement arrêté. Pendant 2 ans, on pouvait même plus voyager. Moi, je suis quand même sur les routes. C'est un métier que j'ai choisi, d'être en tournée, beaucoup sur les routes, rencontrer les gens dans les théâtres, dormir dans les hôtels, de voir les villes. Et là, on a été complètement privé de public, de liens, de travail. Mon travail, moi, j'avais toujours anticipé quand tu es humoriste, à un moment donné, ça peut ne plus marcher. Le public n'aime plus ton humour. Ça marche plus. Ça doit être horrible, j'ai vraiment pas envie de vivre ce moment. Même je viens de toucher ma tête. Voilà, et moi je touche ta table, je sais pas en quoi elle est. Non, la chaise. Voilà, je voulais pas casser ton enthousiasme. C'est une table en plastique. Bon, je préfère toucher. En verre, Caroline. Attends. Oui, mais il y a une nappe. On est dans le 9e ici, dis donc. Je plaisante. Donc non, je sais que ça peut arriver de plus être aimé, et ça c'est
c'est l'angoisse de tout artiste parce que ça, vous êtes plus aimé, les gens viennent plus, puis c'est fini, il faut arrêter, puis il faut accepter. Mais ça va être très violent, la reconversion, je sais pas comment ça se passe. Mais j'avais pas anticipé qu'un virus pouvait arrêter du jour au lendemain toute ma profession et mon métier. Et ça a été quand même très violent du jour au lendemain. Tu n'as plus de rentrée d'argent, tu n'as plus rien, tu n'as plus de contact. En plus, nous, on fait des métiers passion, donc c'est pas simplement le salaire ou ce que tu gagnes, qui est évidemment éminemment important. Surtout en plus quand tu es une maman solo, que tu te dis bon, quand même que je paye mon loyer. Donc évidemment, c'était une grosse source d'angoisse. Mais en plus de ça, il y a le manque. Comme une drogue, le manque de la scène, le manque des rires des gens, le manque d'apporter cette énergie aux autres et de recevoir les rires. Et pendant 1h30, ce que je dis souvent, c'est quand on joue sur scène, c'est comme une partie de ping-pong ou de tennis. Ouais. Ça part dans un sens, ça revient, et donc tu sors de là, t'es épuisé, éreinté, mais t'es tellement bien. Ouais, c'est clair. Et puis l'adrénaline, il y a beaucoup de chimie dans la scène. Le stress fait que tu as de l'adrénaline, et du coup l'adrénaline, après un spectacle, tu dors pas avant 1h. Il y a toute une vie comme ça qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Compte. Mais avec toutes ses qualités et tous ses défauts, notamment la solitude. La solitude en tournée, c'est un truc très violent à gérer. L'absence de ta vie, puisque tous tes amis, eux, ils ont une vie sociale. Toi, t'es... Ouais, et puis un rythme de vie qui est complètement décalé. Ouais, c'est une réalité... Ouais, la solitude déroute, c'est très très dur. Faut avoir là-dessus, il faut avoir un vrai mental pour avoir du temps pour écrire, pour faire quelque chose, pour positiver, parce que il y a des moments où tu te sens vraiment seul. Oui, et puis c'est pas que des Olympiades dans la vie. Oui. Non, en plus il y a une espèce de fantasme sur les tournées qu'on a avec les rockers, et voilà, avec leur tourbus, avec les putes, les plumes dans le cul, la cocaïne et tout ça. Alors nous, en voyageant en train, SNCF, il y en a quand même très peu. On est masqué, et puis tu dors dans un hôtel. Alors, tu sors de scène, sont les restaurants en province, c'est toujours fermé. Donc tu manges toujours l'assiette de charcuterie qui t'attend parce qu'on a réussi à te la mettre dans ta chambre. T'as une belle peau, Caroline, franchement. Chapeau, parce que moi, au bout de 3 jours de tournée, c'est la fin. Parce que t'as la salade verte à côté. Ah ouais, d'accord. Salade verte, charcuterie, et assiette de fromage. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, j'aime bien ça, mais c'est vrai qu'au bout de 6 mois de tournée, t'en as marre. C'est lourd. Alors après, tu balades avec ta bouffe. J'ai un shaker de voyage. Non, j'ai des trucs. La résilience. Exactement. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot de la fin à quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être dans un changement de vie terrifiant et vertigineux? N'ayez pas peur de l'échec. Moi, c'est vraiment ça. Et puis, croyez en vous. Parce que si vous croyez pas en vous et en votre projet, mais qui va y croire? Vous n'avez pas demandé à quelqu'un d'autre de miser sur vous, de vous aider, de vous tendre la main, de mettre de l'argent, je sais pas, en fonction de ce que vous avez choisi. Donc, soyez la première personne à vous dire, je vais y arriver. Visualisez ça. Moi, je suis quelqu'un qui visualise beaucoup. Imaginez-vous dans cette vie que vous avez choisie. Réussir sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites un truc que vous aimez. Être bien là où on est. Exactement. Et si votre truc, c'est de faire du pain et de le matin de vendre vos croissants, de monter une boulangerie, montez votre boulangerie. Allez vous renseigner pour savoir comment on fait pour faire un CAP de boulanger. Allez voir votre boulanger en bas pour lui dire voilà, j'ai envie de faire ce que vous faites. Comment ça se passe? Aidez-moi. N'ayez pas peur. Faites le premier pas. Allez sur Internet, tapez devenir boulanger quand on est informaticien. C'est ça le plus dur. C'est le premier pas. C'est ça. Mais le premier pas, on ouvre son ordinateur et on tape comment devenir je sais pas quoi. Et après, deuxième pas, allez voir ceux que vous connaissez et puis vous mettez pas de barrière. Et puis si vous ratez, il y a pas mort d'homme. Il y a pas mort d'homme. Et puis c'est petit à petit, la vie, ça se construit pas en un grand coup, ça n'existe pas. Et quand on creuse un peu derrière chaque personne qui fait « j'ai explosé en 24 heures », oui, il y a 10 ans de travail derrière. Et puis surtout que les décisions qu'on a prises il y a 20 ans, elles étaient peut-être pas les bonnes parce que poussées par les parents, parce que nous on est issus d'une génération où il fallait faire des études, avoir des diplômes, il y avait rien de plus important que les diplômes. Aujourd'hui, on s'en fout des diplômes. Vraiment, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être bien et centré. Et je vous le dis, enfin c'est vrai, mais Confucius le disait, enfin le dit mieux que moi évidemment, quand on fait un métier de passion, en fait, on va plus jamais travailler. Et c'est ça, quand on fait un truc qu'on aime, la vie, elle est tellement plus légère et plus belle, et je pense que les gens seraient plus heureux de faire des métiers où ils se sentent bien. Et pour ça, il faut oser. Voilà. Moi, je dis un de mes mots préférés dans la langue française, c'est le mot audace. Donc, ayez de l'audace. O-D-A. Non, je rigole. 2 S. Oui, voilà, c'est ça. En magnifique. Ça marche. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. C'était hyper intéressant.
J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a grave fait réfléchir. Je me suis bien marrée avec Caroline Vignaud. Foncez aller vous offrir des places pour son spectacle. Elle est actuellement en tournée. Pour suivre les coulisses de La Leçon, je vous invite à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.